Bonjour et ravi de vous retrouver pour cette session d'information à la une du Trésor, équipe internationale pour auditer le fichier électoral au Burkina Faso. Les travaux ont débuté ce matin et courent jusqu'au 20 octobre prochain. L'objectif de la CENI étant de rassurer davantage la classe politique, comme vous le verrez dans ce journal. Et dans ce journal, Poste et commerce électronique pour contribuer à l'inclusion financière. Un forum vient de débuter ce matin à Ouagadougou sur le sujet. Il se veut une tribune de promotion du secteur de la poste et des activités connexes. Des détails à suivre dans cette édition. Et dans cette édition, miser sur l'humilité collective n'est pas une stratégie éthiquement et scientifiquement acceptable, estime l'Organisation mondiale de la santé à propos du Covid. L'organisation encourage donc de contenir la pandémie dans les pays qui enregistrent de forts taux de contamination. Bonjour et une fois de plus, ravi de vous retrouver. Mais d'abord, sachez que la grande chancellerie organise des journées portes ouvertes pour se faire connaître du grand public. C'est le Premier ministre Christophe Dabiré qui a présidé l'ouverture de ces journées. Maxime Zongo. En s'ouvrant au grand public, la grande chancellerie entend mieux se faire connaître et surtout permettre à la population de mieux s'imprégner des valeurs que représentent les symboles de l'État, notamment le drapeau. Le choix du 13 octobre n'est pas fortuit car cette date est consacrée Journée nationale du drapeau. Il est important qu'aujourd'hui, dans un processus de transparence, que nos institutions s'ouvrent aux populations de notre pays, afin que les populations apprennent à connaître ces institutions, à savoir qu'elles font et quel est l'intérêt de l'existence de ces institutions. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit cette opération que je salue et j'espère que la population va venir visiter la grande chancellerie, regarder tout ce qui se fait ici et poser des questions sur le processus d'attribution des médailles, apprendre à connaître les médailles qui ont été déjà distribuées, apprendre à connaître également les grands dignitaires de ce pays et à travers cela développer un esprit de civisme au niveau de notre jeunesse. L'organisation de ces journées qui se déroulent du 13 au 16 octobre est une occasion pour présenter au grand public le cheminement et l'évolution de la grande chancellerie depuis sa création. Les présentes journées portes ouvertes dont le thème se résume au respect des symboles de l'État et au civisme, selon le grand chancelier, est un atout face à l'insécurité et au terrorisme. À cette occasion, le premier responsable de l'institution a remis au chef du gouvernement, qui représentait le président du Faso, un exemplaire du recueil contenant les principales réformes en cours. Dans l'actualité ce matin, l'audit international du fichier électoral au Burkina Faso vient de débuter et court jusqu'au 20 octobre prochain. Une équipe d'une vingtaine de personnes travaille en conclave sur cet audit qui, à la fin, doit recueillir l'assentiment de toutes les parties de la classe politique au Burkina Faso. Sékou Zongo. Par ces signatures, les parties prenantes au processus électoral au Burkina Faso donnent quitus aux auditeurs libres et indépendants d'entamer l'audit du fichier électoral burkinabé dans la perspective des élections de novembre prochain. Majorité présidentielle, opposition et société civile souscrivent ainsi à la feuille de route de l'audit et au code de bonne conduite. Comme vous l'avez constaté, c'est d'accord parti que nous avons souscrit au code de bonne conduite et à la feuille de route qui a été déclinée pour permettre aux auditeurs de faire dans le comité des experts représentés par la configuration de la CENI, à savoir la société civile, l'opposition et la majorité, pour suivre tout le déroulé de l'audit. L'opposition a souhaité et exigé qu'il y ait un audit du fichier, qu'on s'assure que chaque Burkinabé qui est inscrit sur ce fichier-là est inscrit une seule fois et ne pourra voter qu'une seule fois. C'est donc l'aboutissement de cette requête-là qui est aujourd'hui nouveau, de faire cette signature-là. Une commission composée de 22 membres, dont 8 experts, ont la charge de ce processus de l'audit externe et indépendant du fichier électoral burkinabé. Et toutes les questions y seront abordées. Un audit de fichier électoral est un travail qui est assez lourd, parce qu'il doit aborder tous les sujets qui ont permis de constituer ce fichier électoral et d'en discuter pleinement, tout en laissant la parole à tous les acteurs de s'exprimer et de
poser des questions et d'obtenir des chiffres sur ce fichier électoral de manière très transparente et inclusive. Et puis, comme fil conducteur tout au long de ce travail, les différents partenaires qui seront au sein du comité et qui représenteront la majorité, l'opposition et la société civile pourront à tout moment formuler des demandes de requête. L'audit du fichier électoral est un désir de la classe politique burkinabé auquel accède le gouvernement qui entend ainsi aboutir à des élections libres, transparentes et apaisées. L'Union africaine, la francophonie et l'Union européenne mènent ces travaux qui prennent fin le 20 octobre, cela pour permettre à la Commission électorale nationale indépendante de publier la liste électorale définitive le 22 octobre prochain. De son côté, la CODEL invite à la réflexion sur le financement de campagnes électorales par les partis politiques. Il est question ici du plafonnement des dépenses de campagne et en la matière, le terrain n'est pas suffisamment exploré. Et pour la CODEL, il est temps de faire l'état des lieux. Explication Ernest Kambiré. Après une expérience d'observation citoyenne des élections jugées concluantes en 2015 et 2016, la CODEL, la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections, veut rééditer son exploit. Pour les élections à venir, c'est un dispositif de veille électorale proactif, cette fois de 3800 observateurs qui seront déployés sur toute l'étendue du territoire national. Et en amont de ce dispositif, la CODEL s'intéresse ici à un certain nombre de questions, dont la participation des Burkinabés de l'étranger et la lutte contre le financement occulte et surtout les excès dans les dépenses de campagne, des défis dans la lutte contre la corruption électorale. Nous sommes intéressés parce que beaucoup de textes n'expliquent pas le financement privé. Le financement public, oui. Et ensemble avec la Cour des comptes, et également d'autres partenaires qui sont là, nous allons essayer de sortir une sorte de code de conduite qui n'est pas la loi, qui n'est pas un texte, je dirais, astreignant pour chacun. Mais au moins, c'est en termes d'éthique et de morale, si quelqu'un veut devenir un député, quelqu'un veut devenir un président, je crois que le minimum, c'est quand même d'avoir une certaine moralité. Et c'est là par de la façon dont le parti est financé. L'atelier également sera l'occasion pour les partis politiques peut-être de découvrir des nouvelles sources de financement privé et des façons de faire pour éviter effectivement de tomber dans le piège de la loi et également de l'immoralité. L'origine du financement des partis politiques dans la préparation et la conquête du pouvoir reste donc encore inconnue, avec des intérêts économiques, géopolitiques ou stratégiques contraires à ceux des populations. Sur la table des discussions, plusieurs communications qui permettront de jeter les bases d'un code de conduite à même d'assainir le milieu. C'est un sujet très vaste. C'est un mal nécessaire, le financement des partis. Il faut discuter entre nous, pour trouver ensemble des pistes, des solutions qui puissent être acceptables et adaptées à la situation socio-économique de notre pays. Qu'à cela ne tienne, le processus électoral en cours au Burkina demande l'implication de tous les acteurs pour des scrutins réussis, paisibles et acceptés de tous. À l'approche des élections législatives et présidentielles au Burkina Faso, les femmes rurales fondent la voie sous l'égide de la Confédération paysanne du Faso. Elles viennent de lancer une campagne plaidoyer, les femmes rurales pour un Burkina sans fin, qui vise à engager les candidats à l'élection présidentielle de novembre 2020 au Burkina pour la prise en compte des 8 mesures qui manifestent dans leur programme présidentiel quinquennal. Face à la presse ce 12 octobre, elles se sont longuement expliquées les détails de ces mesures avec Marguerite Douagneau. Accès sécurisé à la terre, au crédit, à la formation, soutien à la consommation des produits nationaux, représentation des femmes aux instances de décision, c'est là l'essentiel des 8 points de mesure que les femmes rurales du Burkina Faso souhaiteraient que les candidats aux élections législatives et présidentielles incluent dans leur programme. Le présent plaidoyer fait suite à celui lancé en 2015 dans le même objectif et dont le bilan est jugé mitigé. 5 ans plus tard, l'évaluation de la mise en œuvre des engagements montre des points de satisfaction, mais également des éléments d'insatisfaction constitués des mesures insuffisamment mises en œuvre. C'est pourquoi, à la faveur de cette nouvelle année électorale et face à la persistance des problèmes, nous saisissons l'occasion
pour organiser l'acte 2 de la campagne, les femmes rurales pour bâtir un Burkina sans fin. La campagne de plaidoyer présentée aux journalistes ce 12 octobre à Ouagadougou devrait se dérouler en plusieurs étapes que sont l'élaboration du manifeste, la signature du document par les candidats, le suivi de la campagne électorale et enfin le suivi-évaluation du programme quinquennal du président élu. Et puis demain s'ouvre à Ouagadougou la conférence régionale du comité interparlementaire G5 Sahel qui va se pencher sur le thème contrôle parlementaire de la gouvernance du secteur de la sécurité dans les pays du G5 Sahel. C'est une conférence qui vise à définir les actions concrètes et menées dans la lutte contre l'insécurité par les populations et les parlementaires de la zone sahélo-saharienne. Et pour en parler, je reçois le secrétaire exécutif du comité interparlementaire, M. Karamoko Jean-Marie Traoré. Bonjour M. Traoré. Bonjour M. Kindo. Et merci de venir nous parler de cette conférence qui s'ouvre demain 14 octobre dans la capitale burkinabé. D'abord, très rapidement, cette conférence qui va s'ouvrir demain, de quoi s'agit-il? Merci d'abord de m'offrir l'opportunité de saisir votre antenne. Mais je pense, avant de m'appesantir sur la conférence elle-même, je voudrais, si vous voulez, revenir un peu sur le contexte même de la création du CIP G5 Sahel, qui est une initiative des 5 parlements des pays membres de l'espace G5 Sahel. Et cette initiative a été en réalité motivée par la nécessité de trouver un cadre de coopération et d'action parlementaire permettant aux parlementaires des 5 pays membres, mais aussi à d'autres parlementaires qui le souhaitent, de s'associer aux activités, d'exercer leur mission de contrôle démocratique de toutes les initiatives et tous les partenariats au niveau de l'espace G5 Sahel. Et la structure existe depuis 2018, et vous savez, le Burkina en a su la présidence depuis mai 2019. Et donc cette conférence s'inscrit dans le cadre de l'action de la présidence en exercice du CIP G5 Sahel, qui est assurée par son Excellence le président Alassane Bala Sakandé, et qui a fait un excellent travail de leadership dans, si vous voulez, dans le sens de donner un envol suffisant pour que l'institution ait une assise institutionnelle assez large. Donc aujourd'hui, nous existons physiquement, le siège est à Niamey, et cette conférence est, si vous voulez, une sorte d'activité introductive. Et nous sommes en phase d'immersion, 5 pays membres, 5 délégations avec d'autres acteurs. Ça nécessite que les acteurs se mettent ensemble, qu'ils essayent d'harmoniser leur vue sur un certain nombre de problématiques partagées et aussi d'échanger les expériences respectives, s'enrichir les uns les autres des expériences et voir comment est-ce qu'ils peuvent travailler. Voilà un peu ce qui a été la motivation de la conférence qui va avoir lieu demain. Et vous parlez du contrôle parlementaire de la gouvernance du secteur de la sécurité dans les pays du G5 Sahel. Et on sait souvent que quand on parle de sécurité, ça s'adresse à celle qu'on a souvent nommée, à tort ou à raison, la grande muette. Quel est l'intérêt pour les parlementaires de s'impliquer dans ces questions? Vous savez, le contrôle se fait déjà au niveau de chaque pays. C'est vrai, à des degrés divers, avec des résultats plus ou moins satisfaisants pour les uns et pour les autres. L'innovation ici, c'est comment est-ce que les parlementaires peuvent se mettre ensemble pour travailler de manière conjointe. D'ailleurs, c'est à l'avantage souvent de la grande muette dont vous parlez. Pourquoi je dis ça? On a les difficultés dans les rapports civilo-militaires, c'est une réalité, et il faut dépasser cela. On sait qu'on ne pourra pas gagner la lutte contre le terrorisme tant qu'on ne va pas régler ces questions. La deuxième chose, c'est que c'est d'ailleurs à l'avantage souvent des institutions de défense, parce qu'il faut que ceux qui votent les budgets soient suffisamment imprégnés de la réalité et des conditions de travail des soldats et de toutes les forces qui sont sur le terrain. C'est seulement à cette condition qu'ils peuvent dire « Ah oui, le budget que nous votons est suffisant » ou alors il faut davantage plus, parce que ce que nous avons constaté sur le terrain, ça n'a rien à voir avec les ressources que nous sommes en train d'allouer. Nous savons que dans le cadre du G5 Sahel,
il y a beaucoup de partenaires techniques et financiers qui frappent aux portes avec des ressources. Et l'intérêt de cette institution, justement, c'est de voir est-ce que les ressources qui sont votées sont suffisantes. Si c'est suffisant, est-ce que ça va effectivement là où il faut? Et sinon, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, pour moi, c'est plutôt un instrument en plus et qui va viser vraiment à améliorer la gouvernance au sein de l'espace Sahel. Et demain, qu'est-ce qu'on peut attendre de la rencontre de 3 jours que vous prévoyez dans la capitale burkinabé? Alors, avant de mentionner cela, j'aimerais juste attirer votre attention que le modérateur principal de cette rencontre, c'est le représentant spécial des Nations Unies, M. Ibn Chambas, et qui a mesuré l'intérêt d'une institution comme le CIPG 5 Sahel et qui a accepté de nous accompagner donc, dans la conduite de cette conférence. Comme je le disais, l'idée c'est de mettre sur la table des thématiques partagées. Nous allons commencer avec des ateliers alternés avec des séances en plénière. Donc les gens vont travailler en groupe, ensuite on se mettra en plénière pour partager. C'est un peu une sorte de bourse du savoir et qui met en présence parlementaires, acteurs de la société civile, les experts et un certain nombre d'intervenants au niveau des forces de défense et de sécurité. Donc, la rencontre commence demain 14 et prend fin le 16 octobre. Ça prend fin le 16 octobre, c'est ça. Merci à vous, M. Karamo Jean-Marie Traoré. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif du comité interparlementaire G5 Sahel et vous êtes venu nous parler de la conférence régionale qui va se plancher dès demain sur le contrôle parlementaire de la gouvernance du secteur de la sécurité dans les pays du G5 Sahel et c'est dans la capitale burkinabé. Merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Vous restez avec nous pour la suite du journal et pour la suite du journal, un forum sur la poste et le commerce électronique au Burkina Faso. Il a débuté ce 13 octobre sous le thème de la contribution de la poste à l'inclusion financière et au commerce électronique. L'événement se tient en virtuel mais aussi en présentiel. Mounira Kéré. La rencontre se tient en virtuel et en présentiel et les participants sont du Burkina et de plusieurs pays de la sous-région. Le premier forum national de la poste et du commerce électronique ouvre ses portes sous le thème de la contribution de la poste à l'inclusion financière et au commerce électronique. Une convergence d'idées et d'expériences qui vise à permettre à la poste de faire face aux opportunités qu'offre le marché numérique. La poste a développé des services innovants et ces services doivent être connus. C'est pour ça ce premier forum. Et avec vous, les amis de la presse, c'est pour faire en sorte que la population connaisse ces produits et que ces produits soient utilisés. La Poste entend se placer en pole position sur le marché électronique en offrant des services innovants au profit de la population. Nous avons développé également une plateforme que nous appelons IDOC qui permet aux populations et aux acteurs de l'administration de pouvoir commander des documents en ligne, notamment des documents d'état civil. Quelqu'un qui est né à Logobou peut rester chez lui à la maison, par un clic, demander des extraits d'actes de naissance et la poste va se charger de faire établir ces actes et de les livrer à l'intéressé à domicile. Panel, émission radio-télévisée, espace de rencontre B2B, exposition de matériel postal sont autant d'activités au menu de ce premier forum. Objectif, dynamiser le secteur postal et promouvoir ses services et ses produits. Autre actualité dans ce journal, la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina Faso dénonce une mauvaise gestion du secteur par le ministère des tutelles. Au cours d'un point de presse, la fêtière rejette la gestion du fret par le Conseil burkinabé des chargeurs CBC. Il déplore également la création du Haut Conseil des transporteurs du Burkina, Oumou Cissé. Le décret interministériel qui confie la gestion intégrale du fret du Burkina au Conseil burkinabé des chargeurs CBC, objet de désaccord entre le ministre en charge des Transports et la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina. Aux hommes de médias, les premiers responsables de la fêtière exposent leurs griefs tout en déplorant leur non-implication dans le processus de gestion du fret conformément à l'article 5 du dit décret. Le projet nous a été présenté le 15 juin.
Nous avons dit au ministère, c'est notre affaire. Je ne peux pas investir, nous ne pouvons pas investir dans le transport. Et dire que le chargement doit être suivi par une institution d'État, nous ne vous faisons pas confiance. Parce que si on vous charge un camion, et le camion a un problème en cours de route, contractuellement qui est responsable, ce n'est pas le CBC. Et c'est pourquoi les conférenciers réclament leur implication dans les sphères de décision concernant les transports. La mission de la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina, faut-il le rappeler, est la défense des intérêts moraux, matériels, économiques, professionnels de ses membres. Ce serait indécent d'empêcher la FUTRB d'être présente aux côtés de ces acteurs économiques indispensables qui œuvrent inlassablement jour et nuit pour le développement et le rayonnement de notre pays. Il déplore également la création du Haut Conseil des transporteurs du Burkina, une structure de plus synonyme de division selon les conférenciers du jour. Pour Issouf Maïga, la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina reste la seule et unique interlocutrice représentant toutes les organisations des transporteurs routiers. Et puis le président de la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, en fin de mandat, vient de recevoir une décoration du Burkina Faso. Il a été fait grand officier de l'ordre de l'étalon pour service rendu à la nation. Le film de la cérémonie avec Vincent Tiendrebego. Une médaille de grand officier de l'ordre de l'étalon pour Christian Adevelande, président de la Banque ouest-africaine de développement, à la retraite. La nation burkinabé est ainsi reconnaissante à celui-là qui aura passé 9 ans au service de l'investissement du Burkina Faso à travers la BOAD. C'est un sentiment, comme vous venez de le dire, de fierté et en même temps de reconnaissance. Reconnaissance du travail qui a été accompli, reconnaissance de tous nos efforts, l'effort de tout le monde, et à commencer par le personnel de la BOAD. Le Burkina Faso bénéficie de l'accompagnement de la BOAD dans plusieurs secteurs du développement. Et au-delà de la personne de Christian Adevelande, ce sont les efforts de l'institution bancaire sous-régionale qui sont ici salués. Nous sommes jusqu'à 161 projets aujourd'hui qui ont été financés avec la BOAD. Nous sommes à plus de 611 milliards de francs CFA qui ont été financés par la BOAD. Donc vous conviendrez avec moi que cela est véritablement très important et nous prenons dans tous les volets, que ce soit les infrastructures, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'eau, que ce soit sur la finance inclusive comme nous l'avons parlé, ou le soutien aux collectivités territoriales. La BOAD a toujours été aux côtés du peuple burkinabé et du ministère de l'économie et des finances. Christian Adevelande est en fin de mission à la tête de la BOAD, mais il assure que la banque va toujours apporter des financements pour impacter positivement l'économie nationale burkinabé. À l'étranger, je le disais en titre, miser sur l'humilité collective n'est pas une stratégie éthiquement et scientifiquement acceptable, estime l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, à propos du Covid-19. L'organisation qui encourage donc de contenir la pandémie dans les pays qui enregistrent de taux importants de contamination. Alors qu'une deuxième vague de Covid-19 est décrite comme forte en France, s'abat sur une grande partie de l'Europe, l'Organisation mondiale de la santé juge inenvisageable de laisser le Covid-19 circuler librement dans la société pour que la population accède, comme certains le suggèrent, à l'immunité collective. Jamais dans l'histoire de la santé publique, l'immunité collective n'a été utilisée comme stratégie pour répondre à une épidémie, et encore moins à une pandémie, explique le directeur général de l'OMS. C'est scientifiquement et éthiquement problématique, dit-il. Laisser le virus circuler librement, ce n'est pourtant pas ce que font les gouvernements français, belges, britanniques, allemands ou encore espagnols. Le Premier ministre français Jean Castex a appelé les gens à limiter les rassemblements à domicile, affirmant que la récente augmentation des nouvelles infections dans le pays mettait le système hospitalier de plus en plus à rude épreuve. Deux autres villes, Toulouse et Montpellier, ont rejoint le groupe des métropoles en alerte maximale. Un couvre-feu pourrait être envisagé comme nouvel outil de contrôle de l'épidémie. En Russie, le maire de Moscou a déclaré que cette semaine pourrait être décisive dans la lutte de la capitale contre le coronavirus. Les contaminations ont atteint un nouveau record pour une période de 24 heures, les autorités ayant signalé plus de 13 000 nouveaux cas confirmés dans le pays.
Les mesures sont prises, elles sont très sérieuses. Vous pouvez voir que nous marchons tous avec des masques dans la rue. En outre, en tant qu'enseignante, je travaille à distance. Nous ne travaillons qu'à distance. Sur le plan de la recherche, le groupe pharmaceutique américain Johnson & Johnson a annoncé la suspension de son essai clinique d'un vaccin expérimental contre le Covid-19, l'un des participants étant tombé malade. Entre-temps, la République tchèque a ordonné la fermeture immédiate de toutes les écoles, bars et restaurants jusqu'au 3 novembre. Initialement, l'un des pays qui a le mieux réussi à contenir la pandémie, il a enregistré près de 500 infections pour 100 000 habitants au cours des 2 dernières semaines, devant la Belgique et l'Espagne. Gestion du fret au Burkina, les transporteurs routiers vont debout contre leur ministère de tutelle. L'audit externe du fichier électoral, ce sont les sujets à la une des quotidiens ce matin. Vincent Tiendrebego. Élection du 22 novembre, le fichier électoral à la loupe d'experts internationaux. Pour Sidoya, c'est la suite réservée à une requête de l'opposition politique qui avait des suspicions de fraude sur l'enrôlement biométrique des électeurs. C'est une grande satisfaction pour le dialogue politique, s'exclame Zéphirin Diabré, que cette question très importante du fichier électoral puisse trouver une solution. Le dialogue politique, une réalité au Burkina Faso, se réjouit Bénéwende Sankara qui s'exprime au nom de la majorité présidentielle, de quoi garantir des élections apaisées et acceptées de tous. Large concertation des acteurs politiques, écrit aujourd'hui au Faso. À propos, le moment d'instaurer la confiance entre les parties prenantes à une étape importante du processus, selon le ministre d'État Simeon Sawadogo, cité par le journal. Et pour un audit international du fichier électoral, c'est une expertise d'organismes internationaux, Union africaine, Union européenne et OIF, qui a été sollicitée. Gestion du fret au Burkina, une décision gouvernementale qui fait de gorge chaude. Les transporteurs dénoncent des manœuvres divisionnistes du ministre des Transports, peut-on lire à la une du journal Le Quotidien. C'est acté, c'est désormais au CBC, le Conseil burkinabé des chargeurs, de gérer le fret en provenance ou à destination du Burkina Faso, ce qui révolte la fêtière unique des transporteurs routiers du Burkina qui rejette la décision, se plaignant de n'avoir pas été associés dans le processus conformément à la réglementation. Autant dire que le torchon brûle entre le ministre Vincent Dabilgou et les transporteurs qui ont fait une sortie médiatique pour incriminer le ministre qui, à son tour, promet des explications aujourd'hui même sur cette affaire. C'est tout pour ce journal. Très bonne suite de programmes sur la RTV, mais l'information continue à 14h en langue nationale Moré Dioula et Fulfulde. D'ici là, excellente suite de programmes. Au revoir.